de risque, on peut prévenir jusqu'à 80% des AVC. Et puis, un tiers de nos patients qui ont fait un AVC nous disent que dans les jours qui ont précédé l'AVC, ils ont fait des signaux, ils ont eu des signaux d'alerte. Il est clair que maintenant nous avons des traitements efficaces quand l'AVC arrive. On n'a pas une minute à perdre. Bonjour, je suis Julie Rousset, orthophoniste à l'hôpital Henri Mondor. Bonjour Chantal, je suis psychomotricienne. Je suis Simone, infirmière coordinatrice de la consultation post-AVC. Bonjour, je suis Justine Montillot, neuropsychologue au service de neurologie de l'hôpital Henri Mondor. Je suis Claire Trémolière, diététicienne nutritionniste. Hassan Hosseini, je suis neurologue, responsable de l'unité neurovasculaire. Et je vous invite le 9 novembre, le vendredi soir à 18h au Conservatoire de Créteil, à l'occasion de la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral qui a lieu le 29 octobre, où on veut vous parler avec toute l'équipe de la prévention de l'AVC, puisque 80% des AVC, on peut les prévenir, et comment réagir devant un AVC, parce qu'on a quelques heures, chaque minute compte, pour guérir d'un accident vasculaire cérébral. Donc ce n'est pas moi qui fais la conférence, moi je vous accueille chaleureusement. Je souhaite que cette conférence soit le plus fructueuse possible et que cette conférence soit suivie de beaucoup d'autres manifestations, car je crois que l'information sur les AVC ne doit pas s'arrêter dans le cadre de la journée qui est dédiée, la journée nationale qu'on a dépassée, je crois, de quelques jours, ou mondiale, mais que ce soit comportement citoyen permanent, car il est possible de limiter tant sur les séquelles que sur la mortalité les séquelles de cette maladie. Merci à toutes et bon travail. Vous dire aussi tout le plaisir que j'ai de le faire. En vous accueillant, cela me permet de vous dire toute l'estime et la gratitude pour le professeur Hosseini, pour le travail qu'il effectue dans ce grand CHU Henri Mondor, avec toute son équipe. De saluer Madame la directrice du CHU, qui est assez récente dans ses fonctions, et je lui souhaite pleine réussite dans sa délicate mission. Cette conférence me donne aussi l'occasion de retrouver un ancien collègue député, le docteur Adot, qui vient de Montpellier. Je le salue très chaleureusement. Cette conférence qui est organisée ce soir s'inscrit dans le cadre de l'éducation sanitaire au sens large, qui est un élément majeur politique de santé publique. Cela est vrai pour beaucoup de maladies, mais ça l'est peut-être encore davantage pour les accidents vasculaires cérébraux. Tant il est important d'identifier les risques et de promouvoir une hygiène de vie qui les limite, tant il est important de bien réagir en face des signes précurseurs de cet accident, d'avoir les bons réflexes, et aussi d'alerter les services les plus performants possibles. Cela, bien sûr, concerne chacune et chacun d'entre nous, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité aussi des pouvoirs publics encore plus grande pour permettre aux services d'urgence, quels qu'ils soient,
de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Pose le problème de la régulation des liaisons entre les pompiers et les SAMU, et bien sûr aussi de l'implication des médecins libéraux. Donc ce n'est pas moi qui fais la conférence, moi je vous accueille chaleureusement. Je souhaite que cette conférence soit le plus fructueuse possible et que cette conférence soit suivie de beaucoup d'autres manifestations, car je crois que l'information sur les AVC ne doit pas s'arrêter dans le cadre de la journée qui est dédiée, la journée nationale qu'on a dépassée, je crois, il y a quelques jours, mondiale, mais que ce soit comportement citoyen permanent, car il est possible de limiter tant sur les séquelles que sur la mortalité les séquelles de cette maladie. Merci à toutes et bon travail. J'ai le plaisir de donner la parole à Madame la directrice du centre hospitalier, enfin du groupement hospitalier, alors il n'y a pas que Mondor, mais je ne citerai que Mondor parce que c'est à Créteil. Merci Monsieur le maire, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs. Je suis effectivement très fière, très honorée d'être là ce soir parce que je ne suis arrivée à Mondor que depuis la fin du mois d'août et j'étais auparavant directeur adjoint à la Pitié-Salpêtrière à Paris et j'ai le plaisir et j'ai souhaité travailler à Henri Mondor parce que je trouvais que c'était un très bel hôpital, très actif et ce soir on aurait encore la démonstration. J'ai pu mesurer au cours de ces premiers mois combien effectivement il était important qu'un établissement universitaire soit ancré dans son territoire, notamment dans sa fonction de recours. Et la thématique qu'on va travailler ce soir, vous allez voir la toute-puissance d'un hôpital universitaire sur son territoire pour vous soigner. Ce lien puissant de recours, il joue dans tous les services hospitalo-universitaires, aussi bien d'ailleurs à travers le rôle du SAU, l'accueil des urgences, que des urgences spécialisées. Et je bouge pas. Puisqu'à tout moment, ce lien se concrétise dans des circonstances urgentes, que sont les accidents de santé. On va parler ce soir de tout ce qui est neurovasculaire, mais ça peut être des incidents traumatologiques, cardiovasculaires. Et dans de telles circonstances, nous avons tous besoin de lisibilité, de confiance et j'ajouterais d'humanité. Et pour que cet accès aux meilleures thérapies soit le plus fluide possible. Cette attente, elle est légitime, nous employons au sein de l'hôpital à y répondre. Et le projet médical, nous sommes en train d'y travailler avec tous les médecins d'Henri Mondor pour que notre projet médical adhère le maximum possible à tous les besoins de santé dans les 5 prochaines années. Donc on s'y est attelé, on a déjà travaillé toute la journée du 29 octobre avec tous les médecins d'Henri Mondor. À l'occasion de cette journée mondiale de l'AVC, j'ai le plaisir d'introduire cette conférence destinée à sensibiliser le grand public, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de patients dans la salle, face à cette maladie fréquente et aux bons réflexes à adopter tout de suite pouvant en limiter les conséquences dramatiques. Donc quand on a eu un ennui cardiaque et on ne prend pas ces médicaments cardiaques, là c'est les patients à risque. Les autres facteurs de risque, vous les connaissez, le tabac, le diabète, l'alcool, je ne vais pas allonger la liste. Mais sachez, quelqu'un qui fait une petite déficit de la main, par exemple, la main qui n'obéit pas, qui fait tomber les clés, qui fait tomber le crayon quelques minutes, ça c'est un signal d'alarme très très important de dire qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. Et un tiers de nos patients qui ont fait une hémiplégie importante, on va définir tout ça, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral, ça a commencé par ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, c'est ce déficit de quelques minutes, un œil qui ne voit pas quelques minutes, une main qui ne fonctionne pas, une jambe qui ne tient pas debout, des difficultés pour parler, tout ça, ça peut être les premiers signaux d'alerte, et ça, c'est vraiment, si on est victime de ça, ou on a vu ça, de dire attention, il y a un risque de faire un accident vasculaire cérébral dans les heures, dans les jours qui suivent cet accident qui est une alerte. Diapo suivante. Les causes de l'accident ischémique, c'est soit le cœur qui est en train de former des caillots, parce qu'il est arythmique, il est insuffisant, il a une valve qui ne fonctionne pas bien, donc il y a un caillot qui se forme dans le cœur, et quand ce caillot
migre dans la circulation, il y a 80% de risque qu'il aille se loger dans une artère cérébrale et causer l'accident vasculaire cérébral. L'autre cause majeure, c'est les artères du cou, que vous voyez ici, les carotides, qui peuvent devenir athéromateuses, c'est-à-dire il y a ce dépôt que vous voyez devant vos yeux là, et qui peut boucher l'artère cérébrale et causer des accidents vasculaires cérébraux d'aval à cette occlusion de l'artère carotidienne. Donc là, vous avez les deux principales sources que nous essayons de combattre, de prévenir, cœur malade et des artères cérébrales qui se bouchent. Diapo suivante. Alors, les symptômes de l'accident vasculaire cérébral, les signaux d'alerte, sont beaucoup plus difficiles que la douleur dans la poitrine. Tout le monde ici dans la salle sait quand on a mal dans la poitrine, dans l'épaule, c'est un signe de menace d'une alerte cardiaque. Mais le cerveau, il a beaucoup de fonctions. Et selon l'endroit où l'accident vasculaire cérébral est en train d'arriver, les symptômes vont être complètement différents selon l'endroit où il y a le caillot du sang. Et c'est ça les signaux qu'on va essayer de vous donner tout à l'heure. Vous savez qu'on a deux hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche qui est là, sous ma main, et cet hémisphère, il s'occupe de ma main droite, de ma jambe droite et de ma face droite. Et quand il y a un problème qui se passe dans cet hémisphère gauche, ben, il y a un de ces signes-là, la bouche qui devient de travers, une main qui ne fonctionne pas bien, qui n'obéit pas bien aux ordres, et la jambe. Et dans l'hémisphère gauche aussi, il y a le langage. Il y a un orthophoniste qui va vous parler de ça. Il y a des problèmes du langage qui vont survenir. L'inverse pour l'hémisphère droit, c'est l'hémicorde gauche qui commence à avoir des soucis. Mais il y a des endroits beaucoup plus silencieux que ça, c'est-à-dire une partie postérieure du cerveau, juste ici, ça s'appelle le lobe occipital que vous avez tout en arrière, c'est que la vision. Donc quand on a un problème ici, c'est la moitié de la vision, on dit « je ne vois rien à droite ». Et quand on dit « on ne voit pas à droite », souvent c'est parti pour un problème ophtalmologique, alors que l'œil, il n'a pas de problème, c'est le cerveau qui ne voit plus, c'est que le cortex occipital, lui, il ne reçoit pas l'information, mimant un accident de l'œil. Et souvent, c'est des patients qui vont perdre des heures, des jours, des semaines, parce qu'ils essaient d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologue, alors que c'est une artère cérébrale qui est en train de se boucher. Et souvent, c'est des patients qui arrivent plus tardifs que les autres. Diapo suivante. Diapo suivante, je passe sur ça. Donc vous voyez, c'est même plus précis que ça dans le cerveau. Chaque endroit de ce cortex va s'occuper d'un endroit de votre corps contralatéral. Ça peut être quelques doigts, ça peut être la main, ça peut être une partie du corps, une partie de la face, ça peut être que des problèmes du langage, l'aphasie qu'on va vous définir tout à l'heure, et ainsi de suite. Selon l'endroit qui a été victime de l'AVC, les symptômes pourraient être complètement différents. Deuxième chose aussi, c'est qu'on peut boucher une artère cérébrale pendant son sommeil, ça ne fait pas mal à la tête. Alors que le cœur, ça fait très très mal, mais les artères cérébrales sont insensibles, le cerveau est insensible, ça ne réveille pas nos patients dans la nuit par une céphalée, par un mal de tête important. C'est faux ce que je dis, parce qu'il y a des AVC hémorragiques, ça fait très très mal à la tête. Mais une artère cérébrale qui se bouge comme ça, elle est silencieuse et c'est au réveil, donc on peut continuer à dormir avec un AVC et c'est au réveil qu'on essaye de se lever et là il y a une partie du corps qui ne marche pas et qui cause une chute par exemple où on ne peut pas parler. Diapositive suivante. Que se passe-t-il quand il y a une artère cérébrale qui se bouche? Les neurones se mettent en off. Mais ils ne sont pas morts encore. Ils peuvent résister à la mort pendant quelques minutes, quelques heures. Plus on attend, plus il y a des neurones qui vont mourir et cette fois-ci d'une façon irréversible. Mais pendant la période off, et c'est ça qu'on va s'acharner à traiter, ce sont des neurones qui ne fonctionnent pas. Si ce sont les neurones de ma main est paralysée. Mais les neurones qui s'occupent de cette main-là attendent une seule chose, c'est remettre le jus. Le jus, c'est-à-dire le débit sanguin cérébral, c'est comme un problème électrique. Et notre métier, là, tous les jours, c'est impressionnant de voir des gens qui sont comme ça paralysés. On commence à déboucher l'artère et cette main recommence à fonctionner. Quelqu'un qui ne pouvait pas parler, qui recommence à parler. Et ça, on l'observe sous nos yeux quand l'artère est débouchée efficacement. Donc, ces neurones résistent à une baisse du débit sanguin cérébral. Mais plus on attend, diapo suivante, plus les dégâts sont importants. Le premier, c'est de vous situer exactement pour qu'on puisse vous envoyer un moyen de transport. Donc, il va vous demander votre adresse, tous les détails, les codes, les interphones, les étages, votre âge. Et puis, il va vous poser ensuite quelques questions pour définir si ça ressemble bien à l'AVC, si effectivement on rentre dans cette suspicion-là.
Donc les questions qu'il va vous poser, c'est celles que le professeur Osseni a présentées avec le score vite. En fait, c'est 3 questions essentielles. Est-ce que vous avez une partie de votre corps qui ne répond pas, un membre qui ne répond pas, un bras ou une jambe? Est-ce que vous avez du mal à parler ou est-ce que vous avez la bouche de travers? En général, c'est les 3 questions qui vont vous être posées par l'assistant de régulation médicale pour orienter votre appel. Et à partir du moment où il y a un de ces signes, où donc on pense qu'il peut s'agir d'un AVC, l'assistant de régulation médicale va vous passer rapidement le médecin régulateur du SAMU et lui va aller un petit peu plus loin en vous posant des questions supplémentaires. Alors, ne vous inquiétez pas, ces questions ne retardent pas votre prise en charge parce qu'en général, le moyen de transport part alors que vous parlez avec le médecin, donc il n'y a pas de retard. En revanche, ça va permettre d'apprécier les choses de manière un peu plus précise et mieux préparer votre accueil à l'hôpital. Donc ce que le médecin va vous poser comme question, c'est encore une fois des questions pour préciser les symptômes que vous avez et pour vérifier que ça colle bien avec une suspicion d'AVC. Ensuite, il va vous poser quelques questions aussi sur vos antécédents pour voir si vous avez certains des facteurs de risque qui conduisent à l'AVC. Donc il va vous demander si vous avez de la tension, si vous êtes suivi pour de la tension, si vous avez du diabète, etc. Toutes ces questions-là vont probablement vous être posées. Et puis également, il peut poser quelques questions qui vont déjà anticiper le traitement, vérifier que vous n'avez pas de contre-indication à un traitement par rapport à l'autre. Donc voilà, le médecin va vous poser tout cet ensemble de questions, mais encore une fois sans retarder l'envoi d'un moyen de transport. Et puis au terme de la discussion qu'il va avoir avec vous, il va décider du moyen à vous envoyer. Diapositive suivante. Donc le moyen en question n'est pas forcément toujours le même. Ce qui compte, c'est de vous envoyer à l'instant où vous appelez et de l'endroit où vous êtes, le moyen qui va vous amener à l'hôpital de façon la plus rapide et la plus efficace. Donc en règle générale, c'est très souvent une ambulance des pompiers qui vous est envoyée. Il faut savoir qu'on peut appeler le SAMU et avoir les pompiers qui viennent chez soi, c'est possible, on est interconnectés et ça fonctionne comme ça. Donc souvent, ça sera une ambulance des pompiers. Ça peut être une ambulance privée dans certains cas, quand c'est plus rapide et plus efficace pour vous emmener à l'hôpital. Et puis dans les cas où le médecin aura détecté des signes de gravité, il se peut aussi qu'on vous envoie une ambulance du SAMU directement. En tout cas, vous aurez un moyen de transport rapide et efficace qui vous sera envoyé immédiatement à partir de votre appel. Qui peut présenter ce qu'il y a dans l'unité neurovasculaire en dehors de médecins et infirmières? Vraiment, on est entouré par plein de métiers. Alors, vous en avez quelques-uns là sur cette diapositive. On a beaucoup de métiers en neurologie, notamment en neurovasculaire. Bon, les médecins, je ne reviens pas, effectivement, je pense qu'on a une présentation assez complète. Infirmière, aide-soignante, dans un rôle que vous a déjà présenté Simone. Alors, cadre de santé, nous sommes 2, donc j'ai évoqué, c'est vraiment sur l'aspect organisationnel, tant pour former, évaluer les compétences, recruter du personnel, mais aussi pour fluidifier la filière autant que faire se peut, et trouver des solutions. Vraiment, c'est vraiment l'enjeu, trouver des solutions au cas par cas. Ensuite, on a les métiers de la rééducation. Les kinésithérapeutes que je ne présente pas, mais qui sont très importants, qui ne sont pas représentés ce soir, mais qui agissent au quotidien dans notre service, tels que tout comme aussi la psychomotricienne. Nous avons la chance d'avoir une psychomotricienne qui agit notamment sur les phénomènes de négligence que vous a présenté Monsieur Osseni, puisque pour le phénomène de négligence, on n'a pas qu'une rééducation motrice, il faut faire aussi avoir des actions en tout cas sur l'accompagnement du patient pour bien comprendre et bien analyser ce qui se passe. Ensuite, on a également l'orthophoniste, dont Julie vous présentera un petit peu plus. Elle va prendre la parole. Et ben voilà, je lui laisse la parole. Julie, qui est notre orthophoniste, qui va vous dire ce qu'elle fait à la phase aiguë, l'orthophoniste, et puis la diététicienne qui va aussi vous expliquer la prise en charge à la phase initiale et puis en prévention secondaire. Julie, c'est à vous. Bonsoir à tous, merci d'être là déjà. Donc moi je suis orthophoniste en unité neurovasculaire, donc dans le service de neurologie de l'hôpital Henri Mondor. Tu peux mettre la première et je vais vous présenter aussi pour vous expliquer quelles peuvent être les troubles du langage et de la déglutition qui peuvent apparaître après un accident vasculaire cérébral et comment les prendre en charge et quelles sont les adaptations que l'on peut mettre en place. Diapositive suivante. Donc, au niveau de l'hôpital Henri Mondor, le rôle de l'orthophoniste, alors ça peut peut-être en étonner certains, souvent on associe le métier de l'orthophoniste aux enfants. L'orthophoniste est le professionnel qui prend en charge les troubles de la communication à tous les niveaux, que ce soit l'articulation, le langage, la voix,
C'est le professionnel qui va prendre en charge ces troubles, tout d'abord en proposant un bilan quand le patient arrive dans l'unité de soins intensifs. Donc on va agir dès la phase aiguë, c'est-à-dire les 15 premiers jours suivant l'AVC, qui sont très importants pour la récupération, de même que les 3 premiers mois ensuite. L'objectif de cette prise en charge donc, est d'évaluer les troubles, de les dépister s'ils sont assez fins et qui passent un petit peu à l'as sans proposer de bilan. Donc ça concerne le bilan, et ensuite l'intérêt est ensuite de débuter la rééducation le plus tôt possible afin de stimuler les fonctions qui vont pouvoir être déficitaires, être lésées. Il y a tout un travail aussi qui va s'effectuer auprès de l'entourage. On essaie d'expliquer au maximum aux proches, à la famille, ce que présente la personne, afin qu'ils comprennent au mieux ce qu'il vit et qu'ils puissent s'adapter aussi de leur côté, parce que communiquer avec quelqu'un qui a perdu le langage, c'est pas forcément très simple. Diapositive suivante. Alors là, je vais vous parler du coup des troubles du langage. On l'appelle l'aphasie, c'est le trouble du langage qui survient après une lésion cérébrale. L'aphasie, il faut savoir que l'AVC est la première cause de l'aphasie. Dans le langage, là quand je suis en train de vous parler, vous m'écoutez et vous comprenez normalement ce que je vous dis. Il y a deux versants, on a le versant expression, donc là moi je suis en train de m'exprimer, et le versant compréhension. Au niveau d'expression orale, ce qu'on va pouvoir retrouver, ça va être un stade très sévère, qu'est le mutisme, c'est-à-dire l'incapacité totale à émettre un son ou un mot. Pour ça, on va devoir agir très vite en tant qu'orthophoniste pour débloquer la parole. Plus vite on va débloquer la parole et plus vite le patient pourra récupérer par la suite. Le symptôme le plus fréquemment retrouvé dans l'évolution va être le manque du mot, c'est-à-dire la difficulté à trouver le mot au bon moment, avoir le mot sur le bout de la langue, comme ça peut tous nous arriver si on est un peu fatigué, un peu stressé, mais chez ces personnes-là, c'est très fréquent et ça arrive tous les jours. On peut avoir aussi affaire à du jargon, donc des mots qui ne veulent rien dire. La personne ne va pas forcément se rendre compte qu'on ne la comprend pas, et il va falloir lui faire prendre conscience un petit peu de ça, ce qui n'est pas forcément non plus facile. Et un peu plus finement, par la suite, des difficultés à formuler des phrases complètes, où souvent il va y avoir des pauses, il va chercher ses mots. Et aussi ce qu'on va appeler des paraphasies, c'est-à-dire remplacer un mot à la place d'un autre. Par exemple, dire chien au lieu de chat. Ici, on a une bouteille d'eau. Vous êtes tous capables de l'identifier, de la reconnaître, mais ces patients-là vont être incapables de nommer le nom de l'objet. Donc on va faire tout un travail en rééducation sur ces fonctions-là afin de les stimuler et faire appel également aux fonctions préservées pour venir suppléer ce qui a été lésé. Des hypothèses, par exemple, ou encore les fonctions exécutives qui sont le chef d'orchestre du cerveau, donc la capacité à organiser des activités ou encore à passer facilement d'une tâche à une autre, ou encore à mettre de côté ce qui n'est pas pertinent pour la tâche en cours. Il y a aussi la motricité, alors pas au niveau musculaire, c'est plutôt par rapport à la reconnaissance des gestes ou à la capacité à faire des gestes par rapport à ce que votre cerveau a demandé. Il y a aussi le langage, alors dans une moindre mesure que les orthophonistes, c'est uniquement si le patient n'a pas encore eu l'occasion de voir un orthophoniste, on fait un petit bilan rapide. Il y a aussi donc la perception, qu'elle soit visuelle ou auditive, pour voir si vous reconnaissez bien les sons ou encore les objets visuels. Alors, comment se déroule un bilan? C'est très long, un bilan neuropsychologique, c'est environ 2 heures. Et donc, il se compose de 2 parties. Un entretien, tout d'abord, où je vais apprendre un petit peu à savoir comment les patients se débrouillent dans la vie quotidienne, ce qu'ils arrivent à faire, quelles sont leurs difficultés éventuelles. Et ensuite, on passe aux exercices qui permettent d'évaluer du coup les différents niveaux de mémoire, d'attention ou encore de raisonnement. Mais aussi par les indications qu'on peut nous donner, nous en tant que diététicienne, sur les problématiques rencontrées au quotidien. Donc par exemple, tout simplement, vous prenez la texture mixée qui est
la texture de base, il peut y avoir que dans les purées que nous on va donner, on va avoir des problématiques de texture, trop épaisse, trop liquide, etc. C'est vraiment la diététicienne avec l'équipe aussi de restauration qui vont essayer d'adapter ces textures pour convenir au mieux pour le patient. Donc essayer de l'adapter à chaque patient. Parfois, il est possible également que les troubles de la déglutition se poursuivent après l'hospitalisation. Donc là, il y a tout le côté rééducation qui va être suivi par l'orthophoniste. Et moi, mon rôle, ça va être surtout d'essayer de rassurer la famille et de leur expliquer comment mettre en place cette texture. Donc alors, c'est un peu des conseils de technique culinaire, hein, tout simplement. Donc là, on se transforme un peu en cuisinière. Mais l'objectif, c'est de rassurer le patient et la famille pour qu'est-ce que veut dire, par exemple, une texture moulinée. Voilà, c'est pas clair pour tout le monde. Une texture hachée, c'est pas clair pour tout le monde. Et donc là, l'objectif, c'est de vraiment expliquer ce que c'est et surtout comment faire à la maison avec chaque type d'aliments et comment adapter même les aliments les plus à risque que vous expliquez un petit peu, Julie, tout à l'heure. Alors, quand vous avez des troubles de la déglutition, au tout début, les textures sécuritaires sont surtout les textures mixées. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de tester une alimentation entièrement mixée, du petit déjeuner jusqu'au dîner, et ce pendant plusieurs jours. Bon, comment dire que pour manger suffisamment, c'est un peu compliqué. Donc, on en vient à une deuxième problématique qui va être que nos patients ne mangent pas forcément suffisamment. Et ça, ce n'est pas forcément que lié aux textures. Vous prenez n'importe quel patient hospitalisé, plus la durée de l'hospitalisation va être longue, plus on va avoir un risque de dénutrition qui s'installe. Alors, qu'est-ce que c'est que la dénutrition? C'est tout simplement un déséquilibre entre ce que vous apportez et ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que vos besoins sont là et en général, les apports sont là. Donc, on observe tout doucement une perte de poids progressive ou parfois même très rapide et qui peut avoir du coup un impact sur votre santé. Vous allez avoir une perte tout d'abord du tonus musculaire, hein, donc une fente musculaire, alors qui est aussi liée au fait que en général les patients ne bougent pas beaucoup après un AVC. Vous avez aussi un risque d'infection, vous êtes plus sujet au risque d'infection parce que vous avez plus d'énergie et vos défenses immunitaires sont donc abaissées. Vous avez aussi un risque d'allongement de la durée du séjour. Ça peut parfois doubler la durée du séjour et parfois un risque de morbimortalité si la dénutrition est trop sévère. Alors, diapositive suivante. On va du coup chercher à mettre en place des actions. Donc tout d'abord, on va essayer de suivre votre évolution tout au long de l'hospitalisation. Donc on suit votre poids, c'est-à-dire qu'on va vous peser dans les 48 heures, ça c'est notre base de travail, on va dire. Et puis toutes les semaines, l'objectif c'est de vous peser pour voir où en est votre poids et si vous perdez ou non du poids. Une perte de poids, par exemple, d'1 kilo toutes les semaines, c'est pas normal. Donc, parfois, les patients me disent « mais je ne bouge pas, ce n'est pas grave ». Si, c'est grave, parce que comme je vous l'ai dit, vous perdez de l'énergie, vous perdez du tonus musculaire. Et après, ce que j'explique, c'est que pour la rééducation, si vous perdez du tonus musculaire ou vous perdez complètement toutes vos forces, la rééducation va être plus longue, donc beaucoup plus difficile. Et parfois impossible. Alors, on va quand même chercher à mettre en place des solutions. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher donc, au travers déjà de la modification des textures, qui va vous permettre de manger plus facilement et en toute sécurité. Et on va essayer également d'enrichir vos repas. Alors l'enrichissement, ça veut dire augmenter les calories dans votre assiette ainsi que les protéines qui sont les constituants principaux de vos muscles. Et tout ça sans augmenter le volume. Ce serait très facile pour moi de vous dire il faut manger 3 steaks hachés et 2 purées s'il vous plaît, ça ira beaucoup mieux. Alors là, à l'hôpital, ça va être compliqué, puis les patients, ils ne se sont pas du tout capables de faire ça, et je pense que c'est même compliqué pour une personne qui n'a pas forcément fait d'AVC. Donc on va chercher en fait à introduire des calories
et les protéines dans votre alimentation sans que vous en aperceviez et surtout sans que ça vous coupe l'appétit. Alors, on a plein de manières de faire ça au travers des aliments naturels, mais parfois on est limité dans nos moyens et on est obligé d'utiliser ce qu'on va appeler des compléments alimentaires, alors que ce soit sous forme de crème dessert ou de boissons, qui vont nous permettre d'enrichir un petit peu vos préparations. On privilégie le plus possible l'installation en fauteuil, parce que manger au lit, allongé, bien sûr, c'est pas évident. Menton fléchi si possible, parce que si on lève la tête, c'est moins facile d'avaler que si on la baisse. Diapositive suivante. Et au niveau des ustensiles, on fait tout un travail à ce niveau-là. Notamment, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de verre à bec qui soit donné. Pourquoi? Parce que si on remplit le verre, tout va bien. Mais par contre, si on arrive à la fin du verre à bec, on est obligé de lever la tête. Et là, la fausse route peut arriver. Donc il faut favoriser un verre bien rempli pour les liquides. Et si vraiment le patient présente des difficultés pour déglutir, on peut donner ce qu'on appelle un verre à découpe nasale, ce qui est en bas à droite de la diapositive, où il va y avoir une encoche à ce niveau-là qui va permettre au nez de passer. Et si je fais un essai, vous voyez que je ne suis pas obligée de lever la tête. Donc c'est plutôt pas mal pour ces patients-là. Diapositive suivante. Au niveau des couverts, si c'est difficile pour eux de tenir un couteau et une fourchette, il vaut mieux privilégier la petite cuillère que la cuillère à soupe, parce que c'est du bon sens. Dans la petite cuillère, on met moins de quantité, donc c'est plus facile de gérer le repas. Non, pas diapositive suivante. Il y a aussi les tapis antidérapants que vous voyez en bas, qui est assez utile pour les patients qui ont une hémiplégie, qui vont commencer à manger seuls, parce que bon, c'est pas très agréable non plus que quelqu'un nous donne la béquille. Donc on essaie petit à petit de redonner de l'autonomie à la personne. Et ce tapis permet de bien maintenir l'assiette ou voilà, la barquette, pour que même s'il ne se sert que d'une main, l'assiette ne tombe pas de la table. Diapositive suivante. Au niveau des liquides, ce qui est préconisé, ce qui va le mieux passer, ce sont les liquides froids, les boissons pétillantes, le sirop, en fait tout ce qui a du goût et qui va réveiller un petit peu la sensibilité buccale. Il faut essayer d'éviter les liquides chauds, comme je vous le disais. Et si vraiment la personne ne peut pas avaler le liquide, on va proposer dans un premier temps des eaux gélifiées. Alors le mot fait un peu peur comme ça, mais c'est de l'eau sous forme de gelée. Il faut savoir qu'il faut à peu près 7 à 8 pots d'eau gélifiée par jour pour une bonne hydratation. Et si vraiment la personne n'aime pas l'eau gélifiée, on peut épaissir un petit peu le café, un petit peu l'eau avec du sirop, avec un épaississant qui est montré là en bas, que vous pouvez trouver en pharmacie. Donc tout d'abord, le matériel à préparer, c'est un sac qui est un peu spécifique, qui va nous permettre d'avoir tout le matériel à disposition pour pouvoir prodiguer les premiers soins aux patients, à savoir, comme elle vous a dit, le docteur Hooker, la prise de sang, et en même temps, on met le patient sous perfusion. Donc pour cela, on va aussi préparer un lit pour pouvoir ensuite transporter le patient de l'imagerie jusqu'à notre service. Et aussi, comme vous pouvez le voir, sur le côté droit, une bouteille d'oxygène, un scope de transport et un plateau déjà prêt pour pouvoir prélever et faire les soins au plus vite. Ensuite, on réalise une admission informatique du patient afin que tous les éléments qu'on va faire au patient, la prise en charge, soient tracés sur votre dossier médical pour un meilleur suivi ensuite. Donc sur la gauche, vous avez les feuilles d'admission en urgence et sur la droite, le dossier médical où le médecin va pouvoir faire ses prescriptions à l'infirmière et où l'infirmière va pouvoir noter sa surveillance. Ensuite, l'équipe composée d'infirmières et d'aides-soignantes descend à l'imagerie pour accueillir le patient. Donc selon le cas, si le patient peut, dans les meilleurs cas, il peut aller à l'IRM pour faire l'imagerie. Ou sinon, on a aussi le scanner qui est disponible s'il y a une contre-indication à l'IRM. Pendant que le patient est dans la machine en train de passer l'IRM, l'infirmière ayant prélevé le patient à son arrivée, l'aide-soignante va au laboratoire apporter les prélèvements en spécifiant bien que c'est une urgence AVC pour que le prélèvement passe en priorité afin d'avoir les résultats au plus vite. Et en même temps, il réalise donc l'admission du patient aux urgences. Donc là, le professeur Rossini va vous expliquer d'après le diagnostic. Voilà, donc vraiment, à l'arrivée, c'est une course contre la montre.
chaque minute, il y a 10 millions de neurones qui risquent de disparaître. Donc, nous, on a calculé, à l'arrivée du patient jusqu'à administrer le produit, si on dépasse 30 minutes, c'est qu'il y a des séquelles qui vont arriver. Il faut qu'on agisse très très vite pour sauver ces neurones qui sont, je vous ai dit, off, mais ils sont encore vivants et ils demandent de remettre le jus, ce débit sanguin cérébral. Là, vous avez l'exemple. Quand il arrive, on doit faire tout ça, tout ce que Simone a dit, en quelques minutes, l'examen clinique, les prélèvements biologiques et l'examen d'imagerie qui va nous dire si c'est un AVC ischémique ou un AVC hémorragique. Là, c'est le cas d'une jeune patiente. Vous voyez que l'AVC, ça peut toucher tous les âges. Nous, on ne fait pas de pédiatrie, mais on a des patients de 15 ans qui peuvent faire un AVC parce qu'il y a des causes qui peuvent causer des AVC, même chez les enfants, les adolescents, les sujets jeunes. Donc, ce n'est pas une affaire uniquement qui apparaît avec l'âge. Et cette personne, je me souviens très très bien d'elle encore, elle est tombée devant, c'est une orthophoniste, vous vous souvenez, et qui tombait, c'était pas mais qui est tombée devant son patient, elle était en train de rééduquer un aphasique. Et quand on fait une hémiplégie gauche, il y a un phénomène extraordinaire qui arrive, c'est pas l'aphasie, elle pouvait parler, mais elle ne se rendait pas compte, elle ne comprenait pas pourquoi elle se retrouvait par terre. Donc son bras ne bougeait pas, sa jambe ne la portait pas, mais elle était par terre, ce qu'on appelle un phénomène de négligence. C'est pas qu'elle s'en fichait, mais elle était incapable d'analyser pourquoi elle glissait et elle tombait. Et c'est le patient aphasique qui dit, elle est en train de faire la même chose que moi, mais à gauche. Et c'est lui qui appelle le SAMU, alors qu'elle était en train de lui dire, non, ça va, j'ai glissé, j'ai eu un malaise, mais ça va, je vais me mettre debout. Deuxième fois, elle retombe encore par terre, parce qu'elle était paralysée à gauche. Et là, vous voyez sur cette IRM, 2 heures après son hémiplégie, on voit tout ce qui est en blanc, ce sont les neurones off. Là, vous voyez, c'est l'hémisphère droit, c'est ça qui cause l'hémiplégie gauche. Ce sont les neurones qui ne reçoivent pas de sang, mais qui sont en souffrance, parce qu'il n'y a pas de sang qui arrive. Et quand on regarde les artères de cette jeune patiente, on voit à droite qu'il manque toute une artère importante de l'artère cérébrale. Vous voyez ici, il y a un bouchon qui cause cette hémiplégie gauche, parce que l'artère cérébrale droite, elle est bouchée. Et ça, dans la machine IRM même, dès qu'on a vu ça, on va commencer avec l'infirmière, on dit, on commence le médicament qui est l'actilise, que j'appelle desktop, pour dire que les fournisseurs disent, il y a un bouchon, il faut mettre le desktop, et ça c'est en intraveineux, il n'y a pas une minute à perdre. Dans la machine même, on arrête l'IRM qui prend 12 minutes, et dès qu'on a vu cette image, qu'il y a des neurones qui sont en souffrance et une artère bouchée, et Simone commence à faire l'actilise, c'est un bolus intraveineux et une seringue pendant 1 heure pour essayer de déboucher cette artère. Et vous voyez que cette patiente, le lendemain, elle avait presque tout récupéré, elle avait une petite asymétrie faciale, elle a pu rentrer chez elle à J3 et reprendre le travail à J7. Alors que l'histoire, comme ça, si elle était toute seule, s'il n'y avait pas ce patient qui a vu qu'elle avait la bouche de travers, qu'elle ne bougeait pas le bras gauche, elle pouvait passer le week-end chez elle tranquille et de dire j'ai un malaise mais ça va passer et lundi je vais aller consulter parce que quand même je tombe, c'est pas normal. Et ils vont consulter pour une entorse, pour un malaise, parce que j'ai un rhumatisme ou j'ai une sciatique. Ils ne peuvent pas faire le diagnostic eux-mêmes, qui sont en train de faire un accident vasculaire cérébral. Et vous voyez, le lendemain, l'artère elle est complètement débouchée, et surtout son cerveau est quasi normal, nickel. Donc ça, c'est l'histoire extraordinaire. Quand on a vécu ça une fois, on a envie de le reproduire tous les jours. Embolie, ce qui n'a pas fait évoluer l'hémiparésie, malheureusement. Et après, j'ai donc l'IRM, je suis passée en réanimation, en neurologie. J'ai vu Julie qui m'a rééduqué ma paralysie faciale, donc je la remercie. C'était pas facile parce que je m'endormais tout le temps aussi. J'étais fatiguée, donc j'avais tout ce qu'ils ont dit, la fatigue. Enfin voilà. Et donc après beaucoup de séances de rééducation, je suis partie à l'hôpital Albert Chevelier, où j'ai rencontré le docteur Collat, qui m'a expliqué l'autorééducation guidée, que je fais toujours. Donc 1 an et demi après, j'ai pas tout récupéré, mais je continue à travailler, en espérant poursuivre l'amélioration de mon hémiparésie. Donc après un AVC, la vie n'est pas terminée, comme disait le professeur Osseni. On peut revivre normalement, ce que je fais depuis maintenant 1 an.
Je suis chez moi, j'ai vécu d'abord toute seule, puis maintenant j'habite avec Louis. J'ai repris mes études il y a maintenant 6 mois et je finis mon internat cette année. Voilà.